Bonjour, je m'appelle Étienne Klein, je suis physicien et pour des raisons qui continuent de m'échapper, je suis chargé d'animer ce qu'on appelle dans ce colloque la table ronde des sportifs. Il y a mille manières d'être sportif, on va le voir. Le sujet que nous allons discuter est le suivant: pouvons-nous vaincre le temps? Donc il s'agit de perfectionner finalement un sujet qui a été donné au bac de philosophie en 2019. Le sujet, c'était peut-on se libérer du temps? Et pour avoir une bonne note, il fallait faire une dissertation avec une thèse, une antithèse et une synthèse. La thèse consistait à dire non, l'homme ne peut pas se libérer du temps parce qu'il sait qu'il est mortel. L'antithèse consistait à dire oui, mais quand même, quand il voit une belle exposition ou qu'il vit des moments d'éternité, il a le sentiment qu'il peut transcender le temps. Et la synthèse consistait à dire l'homme ne peut pas échapper au temps, mais il peut échapper à la pensée du temps. Et il lui appartient donc de vivre du mieux qu'il peut le temps qui lui est donné. Aujourd'hui, on va donc perfectionner ce sujet et poser la question de savoir si on peut vaincre le temps. Et cette question va être discutée grâce aux interventions de 6 sportifs de haut niveau. Alors, sportif, il y a, comme je l'ai dit, plusieurs façons de l'être, mais je vais demander à chacun d'entre eux, pendant 5 minutes, d'expliquer quel est son rapport au temps dans la compétition. Certaines sont très courtes, certaines sont très longues, on va le voir. Et puis aussi le rapport au temps qu'il y a entre les compétitions, comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on gère, comme on dit, le temps qui sépare les compétitions. Et je vais commencer par qui? Qui se sent prêt à attaquer cette question en premier? Alors on va commencer par Alain Bernard. Alain Bernard que tout le monde connaît, qui est surnommé le requin blond. Oui. J'espère que ça va durer. Ça vient des journalistes, mais je Voilà. suis pour rien. Alors vous avez nagé plus de 50 000 kilomètres. Vous avez été triple médaille d'or au JO de Pékin. Vous êtes le premier nageur à avoir couru 100 mètres en nage libre en moins de 47 secondes. Votre record, c'est de 46 secondes 94. Et vous avez eu une nouvelle médaille d'or à Londres en 2012. Et j'ai une première question, c'est quand on bat le record du monde du 100 mètres, quand on est dans l'eau, on n'a pas d'informations qui viennent de l'extérieur. Et donc, est-ce que le corps est capable de sentir qu'il a battu le record du monde ou est-ce qu'il faut lire le panneau pour en avoir la démonstration? Alors, c'est une très bonne question. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravi de pouvoir partager mon expérience sur le temps ici. Et c'est vrai que c'est le temps, quand on est sportif, et surtout dans un sport chronométrique, c'est le nerf de la guerre aussi. C'est s'organiser pour faire du mieux possible. Et ça a vraiment été mon leitmotiv, en fait, dès l'instant où j'ai appris à nager, où j'ai commencé à faire de la compétition, je voulais nager toujours plus vite. Mais pour nager toujours plus vite, il faut nager de mieux en mieux techniquement, être mieux placé, avoir plus de force, mieux canaliser son énergie. Et en effet, quand on réalise un chrono dans un bassin, on ne sait pas du tout quel chrono on est en train de faire. Néanmoins, il y a des jours avec et des jours sans, un peu comme tout le monde, hein, dans la société ou dans nos sports respectifs. On sent si le corps réagit bien, si on n'est pas crispé, si on est assez détendu, si on est assez efficace. Mais en tout cas, quand on réalise un bon chrono, on le sent. Il y a quelque chose de magique qui se passe, il y a quelque chose d'unique, quelque chose que l'on découvre. C'est vraiment une découverte de faire un chrono parce que ce sont des chronos que l'on ne réalise même pas à l'entraînement. Il faut savoir qu'à l'entraînement, on répète des gammes encore et encore, d'où ce volume d'entraînement parce que la natation, c'est un sport qui demande énormément d'adaptation. Comme je le disais tout à l'heure, l'être humain a évolué depuis des millions d'années pour se déplacer sur Terre et pas se déplacer dans l'eau. Donc ça demande une adaptation permanente. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que sur Terre, on se déplace à la verticale sur des appuis solides et dans l'eau, on est à l'horizontale sur des appuis fuyants. Donc c'est pour ça que dès le plus jeune âge, il faut être très rigoureux et que ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et pour en revenir sur une course précise, en fait, pendant un laps de temps, on essaie juste de condenser ce que l'on a appris pendant des semaines, des mois, voire des années. Et ce que l'on découvre en réalisant son meilleur chrono le jour J, c'est quelque chose qui ouvre des portes aussi pour la suite. C'est de se dire, ok, je suis bien, je me sens bien dans l'eau, je sens que ça réagit, je sens que ça répond, je sens que je garde le tempo, je garde de l'efficacité, mais tant qu'on ne touche pas le mur et qu'on ne regarde pas le chrono, on ne sait pas du tout combien on a fait.
Et finalement, à partir de là, où je voulais en venir, c'est que ça ouvre un champ des possibles et on se dit, ok, je suis capable de faire ça, et après. Mais le jour où vous avez battu le record du monde, quand vous étiez sur le plot avant de plonger, est-ce que vous sentiez, avant même d'être dans l'eau, que ça allait bien se passer? Oui, alors j'ai eu la chance de battre 5 records du monde. Mais Ouais. 5 fois, je veux dire. Mon tout premier, c'était sur un championnat d'Europe à Eindhoven en 2008, où je n'étais pas forcément préparé, affûté pour cette compétition. Néanmoins, il y a plein de choses qui répondaient à l'entraînement. Je revois ces images où je touche le mur, en fait, et je vois mon chrono. Et le record du monde actuellement, à ce moment-là, il était de 47 secondes 84 centièmes. Et je réalise 47 60. Mais en fait, je suis perdu. Je ne sais pas quel est mon chrono, quel est le chrono du record du monde. Je ne sais pas si 60 c'est plus grand, c'est plus petit que 84. Pendant une seconde ou deux, je suis complètement perdu. Et là, je réalise, oui, que c'est vraiment moi qui ai fait ça. Et le lendemain, je rebats le record du monde en 47,50. Donc voilà, c'est quelque chose qui est juste grisant, qui est fascinant, le fait d'avoir l'impression de maîtriser le temps. Mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux courses pendant lesquelles vous battez le record du monde? Qu'est-ce qui se passe entre les Oui, courses? est-ce qu'on arrive à bien dormir? Enfin, je pose des questions naïves. Ah oui, oui. Alors là, je dormais comme un bébé, il n'y avait pas de souci. C'était non, non. Il y avait beaucoup de phases et de périodes de préparation où on est assez tracassé et des fois ça répond pas et ça dure un jour, 2 jours, 10 jours, des fois 2 mois, 3 mois d'affilée où on est tracassé. Et le jour où c'est beaucoup plus fluide, j'ai l'impression à résumer ce moment à un point d'équilibre relativement instable où il y a tout qui est condensé, toutes ces années de travail en fait, on arrive à en exprimer en très très peu de temps. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole parce Voilà. qu'il y a d'autres Ouais, personnes. on va faire un premier tour de table en ligne droite, si j'ose dire, et puis ensuite on vous fera discuter entre vous. Et donc, vous donnez le micro maintenant à Rémi Camus. Vous descendez d'avion, vous revenez d'Australie. Oui, Et vous êtes exactement. un sportif d'un autre genre que Alain Bernard. Hein. Vous avez traversé l'Australie à pied, 5400 km. Oui. Vous avez descendu le Mékong en hydrospeed et en natation, 4400 km. Oui, Vous avez fait le Tour de France à la nage. c'est ça. Dans les Alpes, ça n'a pas dû être simple. Non, il faut creuser un canal. Voilà. Mais, ça, c'est Et vous revenez d'un périple en Australie que un vous allez stage nous de raconter. survie, ouais. Et donc là, c'est la gestion du temps dans des conditions complètement inverses. C'est la très longue durée. Comment ça se passe? Moi, c'est pas vaincre le temps, mais c'est plutôt l'optimiser. Dans toutes mes aventures, j'ai toujours été tout seul à faire mes périples, et on essaie de trouver du temps pour tout faire. On essaie de trouver du temps pour faire son périple, puis ensuite trouver le temps de monter un bivouac, trouver le temps d'aller chercher de l'eau, de trouver de la nourriture, de faire du feu, de sécuriser son camp. Et tout ça, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et donc, du coup, on coupe une chose qui est primordiale dans le temps, c'est le sommeil. Parce qu'il nous faut du sommeil pour pouvoir récupérer de nos efforts, et malheureusement, on n'en a pas assez. Donc, je dors très très peu dans mes aventures, entre 4 et 5 heures par nuit. Sauf que la traversée de l'Australie en courant, ça m'a pris 100 jours. La descente du Mékong en hydrospeed, ça m'a pris 6 mois. Et le Tour de France à la nage, ça m'a pris 3 mois et demi. Donc quand on termine, on est généralement sur les rotules, tout va bien, et je pense que c'est le même principe que toi lorsque tu fais tes compétitions et tu bats un chrono, c'est que tant qu'on est dans la compétition ou dans le challenge, tout va bien, et puis dès que c'est terminé, tout est relâché d'un coup. C'est ce qui est très difficile, mais du coup, voilà, j'essaye pas de vaincre le temps, mais de l'optimiser. Et est-ce qu'il y a des moments de grand découragement, de tentative ou de tentation plutôt d'abandon, parce que la fatigue est trop forte, parce que l'envie de dormir devient trop puissante? J'ai pleuré sur toutes mes aventures. J'ai pleuré sur la traversée de l'Australie en courant parce que ça faisait 15 jours que j'avais pas pris de douche. J'avais presque plus d'eau. Je consommais mon urine pour pas mourir en plein désert. J'avais 300 mouches qui me tournaient autour de la figure. J'avais du sang sur le bras droit parce que le désert australien est très aride. Donc tout ça accumulé fait qu'on craque. Lorsque j'ai fait le Mékong, je me suis fait arrêter pour trafic de drogue, trafic d'armes et espionnage à Vientiane, la capitale du Laos, pendant 1 mois et 3 jours. Et donc on craque parce qu'on se pose juste la question, mais pourquoi? J'ai rien fait et je transporte rien avec moi. Et le Tour de France à la nage, j'ai pleuré parce que c'était juste trop. Je nageais 12 heures par jour pour faire 30 km. Et c'était pas juste une journée. Le lendemain, on recommençait, et on recommençait, et on recommençait.
Et ce n'est pas un effort qui est juste physique, mais il est très mental. On est la tête dans l'eau toute la journée. Et au bout de 12 heures, quand on sort la tête de l'eau, on a 400 personnes qui sont sur la plage et qui veulent vous poser des questions. Ce qui est juste invraisemblable d'avoir ce décalage. Oui, mais c'est normal, bien sûr, je le comprends. Mais au bout de 12 heures, ça reste très, très difficile. Donc voilà, j'ai toujours eu besoin de relâcher dans toutes mes aventures. Mais est-ce que vous avez compris ce qui vous motive au fond à tenter ce genre d'aventures qui ne sont obligatoires pour personne? Ils sont obligatoires pour personne, mais en fait, les aventures que je réalise portent un message très fort sur la notion de l'eau, la préservation de l'eau. Lorsque j'ai fait l'Australie la première fois, j'ai découvert ce que c'était la rareté de l'eau. J'ai bu mon urine 2 fois pour ne pas crever en plein désert. Le Mékong, j'ai découvert ce que c'était l'abondance de l'eau avec une eau extrêmement polluée. Donc je suis revenu avec une bilharziose qui a été traitée assez rapidement. Et puis le Tour de France à la nage, on se rend compte que les mers sont polluées énormément, que ce soit les mers et les océans, et on retrouve toutes sortes de déchets à la surface et entre deux eaux. Et en fait, c'est ça qui me motive. C'est pas le fait de vouloir faire un exploit sportif, mais c'est vraiment le message qui est véhiculé derrière tout ça. Faire un Tour de France à pied, tout le monde peut le faire. Faire un Tour de France à la nage, j'ai un doute. J'ai un gros doute aussi. Merci Rémi Camus. Vous donnez le micro à Charlotte Morel. Alors vous êtes triathlète, professionnelle depuis 2006. Vous êtes triple championne de France élite longue distance. Il faudra expliquer ce que c'est que longue distance pour un triathlète. Ça combine donc la natation, le vélo et la course à pied. Et vous avez gagné énormément d'autres courses que je ne vais pas citer. Mais alors, en quoi votre expérience dans la compétition et entre les compétitions, et selon le type de course que vous faites, natation, vélo, course à pied, modifie-t-il votre rapport au temps? Alors bonjour à tous. Moi je fais du longue distance comme l'a dit Étienne et plus précisément du half Ironman et de l'Ironman. Donc des distances qui représentent 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km à pied pour ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, j'ai un peu l'impression de me situer entre Alain et Rémi dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'à la fois au quotidien, j'essaye d'optimiser mon temps, comme le disait Rémi, mais aussi dans un objectif de gain de temps. Gain de temps sur la compétition. Donc, c'est-à-dire optimiser mon temps au quotidien, c'est ce que je fais depuis toute petite. J'essaye de maîtriser mes journées, de maîtriser le temps. Tout est organisé, tout est planifié. Parce que nager, pédaler, courir dans une même journée, ça prend beaucoup de temps. Plus la récupération, les repas, le kiné. Donc tout est millimétré, tout est timé en fait pour avoir un entraînement optimum et optimiser sa performance. Donc depuis que je suis toute petite finalement, puisque je fais ça depuis très longtemps, je me lève le matin à telle heure, je sais que je vais nager, puis je reviens déjeuner, puis je vais courir, puis je reviens manger, puis je fais une sieste, puis je pars rouler 3 heures, 4 heures. Je rentre, je m'étire, je vais chez le kiné, je remange, je redors, puis je me réveille à nouveau pour une nouvelle journée. Donc en fait, le temps passe, je ne le maîtrise pas, mais tout est timé, quoi. Tout est millimétré, et ça dans le seul objectif d'optimiser ma performance. Et quelle est, dans les 3 courses successives que vous faites, celle dans laquelle votre rapport au temps est le plus pénible? Est-ce qu'il y a une discipline qui vous coûte plus d'efforts que l'autre? Ça c'est personnel, ça dépend un petit peu des forces et des faiblesses de chaque athlète. Mais comme disait Alain, c'est vrai que dans le milieu de la natation, on est dans un milieu étranger et on ne contrôle pas le temps. On nage, mais on a la tête dans l'eau, on ne voit pas le temps qui passe. Par contre, sur le vélo, on a les yeux rivés sur le compteur. On contrôle nos watts, on contrôle tout, on contrôle sur Ironman, l'alimentation fait vraiment partie de la performance. Donc on contrôle toutes les 10 minutes, on doit boire, toutes les 30 minutes, on doit manger. Tout est contrôlé, tout est timé. Sur le vélo, on sait si on est sur la bonne vitesse d'avancement qui est prévue, sur les temps prévus de passage.
Et c'est un peu pareil sur la course à pied finalement, puisque maintenant, grâce à la nouvelle technologie, on peut tout contrôler. Donc avec des montres qui donnent la vitesse, donc on peut contrôler notre temps sur le marathon, notre vitesse au kilomètre, voir si on est bien dans les temps, ou alors si c'est un jour sans, si on est complètement... Mais à vous entendre, on a l'impression que vous avez une approche presque scientifique de l'entraînement. Mais l'entraînement est scientifique. Mais pas que, ce serait trop simple si tout était scientifique, mais l'optimisation de la performance est forcément étudiée. On sait combien de minutes il faut passer dans telle filière énergétique pour progresser, créer un stress pour que l'organisme s'y adapte et créer une progression. Donc oui, il y a un côté scientifique à l'entraînement et à la performance, bien évidemment. Merci. Je vais donner la parole à mon voisin de droite, qui est Théo Sanson. Alors, je ne sais pas comment vous présentez. Vous êtes funambule? Vous pratiquez un sport, est-ce que c'est un sport d'ailleurs? Une sorte d'art aussi, qui s'appelle la slackline, qui consiste à aller d'un point en hauteur vers un autre point en hauteur en marchant sur une corde, une lanière, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Un fil, et vous avez battu un certain nombre de records du monde après avoir été un champion d'escalade. Non? Champion d'escalade, c'est un bien grand mot. En fait, s'il fallait résumer, je suis plutôt tombé en escalade. Et ce jour-là, c'est là où le temps pour moi aurait dû s'arrêter. J'ai eu la chance peut-être d'avoir une triple fracture cervicale. Et le fil, marcher sur un fil, ça a été ma rééducation. Ça a supprimé les douleurs que j'avais au quotidien et ça m'a permis de retrouver un chemin dans la vie. Et puis, à travers cette activité, je pense qu'on se retrouve tous dans ce chemin. Je cherche la sagesse, le bonheur, l'amour, ce genre de choses. Et j'aime bien dire alors à mon petit niveau, je marche sur le philosophe de la vie. Et voilà. Pour en revenir alors, la question doit-on vaincre le temps, elle me passionne parce que forcément dans mon activité j'explore, je cherche des nouvelles perspectives, je cherche à m'élever, etc. Donc le temps, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le temps de passer 3 jours ici et d'aller voir les autres. Et une des grandes frustrations, c'est de ne pas pouvoir me couper en deux et d'assister à 2 présentations en même temps, voire 3. Est-ce que la durée de votre parcours sur ces lignes est prise en compte ou c'est simplement la distance qui est prise en compte? Ouais, alors ça dépend des affinités. On peut mesurer le temps, la distance, la hauteur, le fait d'être attaché ou pas. Parce qu'on peut ne pas être attaché. On peut ne pas être attaché. Au départ, je ne parlais pas de ces choses-là parce que c'était très intime. Et d'une certaine manière, on n'a pas envie que les gens prennent des risques auxquels on aurait pu les pousser sans le vouloir. Un des moments les plus étonnants que j'ai eu dans ma carrière, s'il faut appeler ça comme ça, c'était un moment où je me suis détaché. Et là, je me sentais tellement en sécurité que je me disais « Ah, tu peux fermer les yeux et tu peux arrêter de regarder ce qui se passe autour, peut-être pour aller chercher à l'intérieur de toi pourquoi tu fais ça. » Et en fermant les yeux, donc j'étais encore plus détendu. Et là, il y a une espèce de peur qui est ressurgie parce que j'avais eu un jeu où je m'amusais à passer le plus de temps sur un fil en étant attaché. Et là, je me suis endormi et je suis tombé. Et la peur, ça a été d'être trop détendu et d'aller explorer quelque chose que je n'avais pas envie d'explorer ou que j'avais déjà eu la chance peut-être d'échapper il y a une dizaine d'années. Donc ouais, voilà, la question « peut-on vaincre le temps ?» elle implique beaucoup de choses. Déjà, c'est de pouvoir définir le temps. Ensuite, c'est de savoir si est-ce qu'on peut, mais est-ce qu'on veut et est-ce qu'on doit vaincre le temps. Mais quand vous êtes comme ça en équilibre assez précaire sur un fil, est-ce que ça augmente la qualité, je vais appeler ça la qualité de votre présence à l'instant présent? Est-ce que ça supprime toute idée du passé, toute forme de souvenir, toute forme d'anticipation? Vous êtes complètement emprisonné dans l'instant présent et attentif à toutes vos sensations et à l'environnement.
Mais là encore, c'est une notion très perçue et métaphysique, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans le temps présent? Est-ce que, parce que l'être humain, on ne perçoit que des signaux extérieurs, le temps que le cerveau les analyse, est-ce que c'est notre conscience qui est présente ou le temps dont on perçoit le signal qui nous permet de dire on observe ce qu'on a déjà vu dans le passé? Peut-être qu'on est juste dans le présent n'existerait pas, et dans ce cas-là, on serait dans une transition permanente du passé vers le futur. Après, on peut aussi, le temps nécessite une référence. Est-ce qu'il est perçu ou est-ce qu'il vient d'un observateur extérieur? Moi, j'ai l'impression parfois que le temps s'arrête, bien sûr, et qu'on fait partie d'un tout, et que finalement, ça n'a aucune importance, et que ce qui compte, c'est d'être bien à ce moment-là. Et puis, d'un coup, on revient les pieds sur terre, et on se dit, qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste? Et est-ce que c'est du bonus? Et est-ce que je peux en faire profiter les autres d'une belle manière ou le conserver pour moi de manière égoïste? Mais est-ce que dans quel état mental êtes-vous avant de vous engager dans l'expérience? Est-ce qu'il y a une préparation particulière? C'est très variable. Alors pendant un grand moment, justement, j'allais à l'entraînement sans y aller, c'est-à-dire que j'allais sur le fil sans savoir ce que j'allais chercher. Et parfois, je détachais mon fil, parfois je chantais avec les copains, des fois on s'amuse à se pousser, à se donner des défis. Et puis après, il y a la dimension éducative, sportive, et, artistique. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on perçoit du monde? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? À chaque fois, c'est nouveau. Il n'y a pas de, malgré la répétition, parce que pour aller sur un fil sans sécurité, il faut avoir peut-être renversé symboliquement le fait qu'au départ, on y va en se disant je suis attaché physiquement, je ne risque rien, mais psychologiquement, le risque est énorme. Qu'est-ce que je fais là? J'ai pas envie d'être là, j'ai l'impression de mourir. Et de l'inverser en se disant maintenant, on a une sécurité technique, et psychique et psychologique qui nous permet de dire maintenant, je peux prendre un risque physique. Donc, c'est-à-dire, sans être attaché, vous avez l'impression que même si vous tombez, vous pouvez vous raccrocher? J'en suis sûr, et j'ai comment dire, un protocole avec une histoire de facteurs, une histoire de lumière rouge. On peut aller sur le fil complètement sous, en étant attaché, en fermant les yeux, en ayant des perturbations, des copains qui sont non prévus. Et du coup, à partir du moment où on est sûr de rattraper le fil dans les cas de figure les plus complexes en étant accroché et en, disons, augmentant le risque progressivement, donc en s'attachant à la cheville. Donc on va se faire mal physiquement, mais on est toujours de ce monde. Et progressivement, step by step, petit à petit, on a envie d'y aller ou pas, et je conseille il y a une personne chose qui est d'y aller. sûre, c'est que je vous accompagnerai jamais. Marie Tabarly, alors vous êtes navigatrice et comportementaliste équin. C'est un terme qui m'a laissé songeur. Alors navigatrice, oui, parce que vous naviguez sur le bateau Penduic 6 et vous êtes à l'origine d'un projet qui s'appelait Elemter, et qui est vous avez fait de ce bateau une sorte de résidence itinérante. Vous naviguez autour du monde avec des artistes, des scientifiques, toutes sortes de gens. Alors quel est votre rapport au temps lorsque vous naviguez? Et ensuite vous m'expliquerez ce que veut dire comportementaliste équin. Moi j'ai deux façons de voir le temps. Il y a la façon où oui, quand on est en bateau, quand on est en mer, déjà on se cale sur un fuseau horaire différent, parce qu'on forcément on est sur le GMT. Donc dès qu'on va commencer à aller au large et qu'on va aller un peu loin et du coup changer de pays, on va d'abord rester sur le GMT, puis après on va changer d'heure. Et il y a l'organisation du bord aussi qui fait que du coup on n'est plus du tout sur un fuseau, sur une heure à 24 heures. Tout l'équipage va raisonner en quarts de 3 heures. Du coup, on met 3 quarts de 3 personnes en général. Il y a un quart qui est sur le pont, un quart qui est en train de dormir dans sa bannette et un quart qui est en stand-by, en général en train de dormir, mais qui peut aller sur le pont à n'importe quel moment. Et moi, par contre, je prends une autre place. Je suis en général maintenant hors quart. Et du coup, j'ai mon propre rythme. Et le grand défi, c'est de pouvoir de pouvoir anticiper un maximum. C'est-à-dire que maintenant, le bateau fait que ça reste un gros bateau. C'est des bateaux qui sont grands, lourds, avec des voiles qui sont très lourdes, et on peut faire un maximum de changements de voile avant que ça devienne compliqué. Si on n'anticipe pas le temps, justement, que ce soit le temps météo ou le temps jour, nuit, on peut vite se mettre dans des
très grande complication. Et si on arrive par exemple avec, si le vent monte et qu'on est trop toilé, il faut aller à ce moment-là en plage avant, il faut aller affaler les voiles, il faut aller les porter, les mettre dans la soute à voile, changer de voile, avec le bateau qui devient du coup trop toilé, du coup devient évidemment plus dangereux, parce que plus gité, avec beaucoup de mer, avec beaucoup de vent, ça peut vite devenir une grosse galère. Du coup, c'est une grosse galère pour nous, pour l'équipage. Forcément, on est responsable de l'équipage aussi. Si vraiment vous n'avez pas du tout anticipé, en plus il fait nuit, avec un peu de chance il pleut, avec un peu de chance vous êtes bien trempé parce que le ciré il n'était pas bien fermé non plus. Enfin, voilà, on arrive tout de suite, il y a des moments c'est la totale. Et donc voilà, nous après, l'équipage une fois qu'il rentre dans son rythme de 3 heures, on sait à peu près, voilà, c'est un rythme qui est assez facile en fait, parce qu'on est... Les 3 heures sur le pont peuvent être très désagréables s'il fait froid. Par exemple, quand on rentrait d'Islande, on avait des grosses dépressions avec 60-80 nœuds de vent. Et du coup, là, c'est vraiment 3 heures qui paraissent extrêmement longues parce qu'on avait très froid. Il n'y avait rien pour se protéger les mains. On a beau avoir des gants, ils sont tous trempés de toute manière en 24 heures. Et on sait qu'on a encore 12 jours à faire et qu'on ne va juste pas pouvoir se changer. Tout le bateau à l'intérieur a été trempé. On est rentré dans des fringues en partant d'Islande et on s'est changé en arrivant, quoi. De toute manière, tout était trempé. On dormait en ciré et c'était comme ça. Donc là, les 3 heures, elles sont sur le pont ou à la barre, elles sont très très longues. Et vous devez toujours combiner le temps qui passe avec le temps qui fait, j'imagine. Ouais. Un peu comme tous les autres, mais dans des conditions un peu plus critiques, disons. Et comportementaliste équin. Je vous ai entendu dire dans la loge tout à l'heure que vous étiez assistante sociale pour chevaux. C'est un peu ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça consiste? Comportementalisme, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques qui ont étudié le comportement des chevaux, les éthologues, et nous on travaille avec les constatations des scientifiques. Et je m'occupe de tous les chevaux, je m'occupais, maintenant que je navigue à plein temps, de tous les chevaux qui sont agressifs, dangereux, qui ont peur, qui ont des problèmes de comportement avec l'humain. Donc moi je fais le lien entre l'homme et l'animal en fait. J'explique aux humains ce qu'est un cheval et je réapprends au cheval à être en confiance et en harmonie avec l'humain. Est-ce que vous voyez un lien entre votre activité de navigatrice et cette autre activité ou est-ce que dans les deux cas, c'est le seul sport individuel qui se pratique à deux. Et en plus, dans les deux sports, en plus, ce sont des arts en plus d'être des sports. Parce que j'ai l'habitude de dire que moi, je travaille sur l'art équestre et pas sur le sport de compétition, et un peu pareil en bateau. Et puis, c'est les deux seuls sports qui sont complètement mixtes aussi. Et où il n'y a pas du tout de différence entre être un homme ou une femme. Le cheval, il n'en a rien à faire. Et le bateau, il faut juste avoir un peu plus d'ingéniosité quand on est une femme. Et voilà. Pourquoi ? Quand même, il y a un moment où moi j'ai la chance d'avoir eu mon père qui était très musclé et très fort et qui m'a transmis une bonne paire d'épaules, mais en général, quand je navigue sur d'autres bateaux, je suis quasiment la seule à être en plage avant. C'est très très rare d'avoir des femmes qui sont en plage avant, donc c'est-à-dire en avant du mât, parce que c'est vite très compliqué, très physique, très dur, et que le gabarit d'un homme face au gabarit d'une femme, en général, est quand même supérieur. Alors quand on a des équipages entièrement féminins, ou alors, à ce moment-là, le bateau s'adapte, parce que c'est que de la mécanique, il n'y a pas de... Ou alors, quand on veut naviguer en solitaire, souvent, par exemple, Hélène MacArthur, par exemple, ou Karine Fauconnier, sont des petits bouts de femmes, ils sont très petites, mais par contre, très malines et très intelligentes, et du coup, elles ont adapté tout le bateau à elles. Par contre, c'est vrai que quand on voit sur d'autres bateaux, c'est des mi-vikings croisés néo-zélandais élevés au ENAF et des trucs. Et oui, forcément, on ne peut pas rivaliser, quoi. Merci Marie Tabarly. Alors, notre dernier intervenant est Sébastien Chéniaud. Alors, il se trouve qu'on se connaît bien parce qu'il arrive que nous fréquentions les mêmes sentiers dans les Alpes, mais pas du tout à la même vitesse, je tiens à le préciser. Donc Sébastien Chéniaud est ultra-trailer, il fait des courses en montagne. Il court en montagne pendant 20 heures, voire plus. Il a été 2e de l'UTMB, j'étais à l'arrivée. Non pas parce que j'avais couru plus vite que lui, mais parce qu'il avait fait une autre course. Il a été 3e une autre année et demain, vous partez à Doha pour faire une course de 140 km avec des passages à 3000 mètres. Ouais. Et donc, même question que pour les autres. Comment se passe le rapport au temps dans des efforts extrêmement longs, qui ne sont pas ceux de la randonnée, parce que c'est une compétition. Ouais. Alors, bonjour à tous d'abord. C'est assez particulier, parce que c'est un petit peu un mélange de tout un tas de
d'expérience de chacun. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que j'accompagne le temps plutôt que j'essaye de le vaincre, même si il y a des moments très particuliers justement par rapport au temps, parce qu'il faut savoir aussi se placer sur la partie le temps météo, le temps chrono, ou bien le temps, je dirais d'une manière générale, compétition. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des rapports un peu particuliers dans le monde de l'ultra longue distance comme ça. C'est qu'en fait, j'ai des moments de déconnexion. Et quand je dis des moments de déconnexion, sur des très très longues distances, je prends des exemples, puisque je repars dans le désert, des courses de plus de 30 heures, où je suis obligé de partir avec 2 montres. Donc je suis obligé de partir avec 2 montres, tout simplement parce que j'ai une montre qui me donne l'heure et qui me permet de me recaler au temps réel. Quand je dis temps réel, après avoir écouté la présentation autour du temps de ce matin, le temps réel, j'ai plutôt tendance à prendre du recul. Et le temps en tant que compétition. Alors ça m'arrive quelquefois de regarder mon chronomètre, donc la partie temps compétition qui file, lui, et qui continue à couler tout au long de l'épreuve. Et ce chrono-là, je le regarde au bout de 20 heures, 15 heures, 20 heures de course, sans l'avoir regardé depuis le départ. Je cherche plutôt à être et à rester calé avec le temps, je dirais le temps au quotidien, qui me permet de rester, je dirais, calé aussi sur mes rythmes, parce que, pour rebondir sur la partie triathlon, le matin, je me lève, 5 heures, à 6 heures, je pars à l'entraînement jusqu'à 8 heures. Je rentre à la maison pour réveiller mes enfants, les accompagner à l'école, prendre un petit déj avec. Et puis, après, je retourne à l'entraînement. Alors moi, j'en ai pas 3 de sport à effectuer, donc j'ai la chance d'en faire que 2 par jour. 2 sports. Donc l'hiver, c'est plutôt course à pied et ski de fond, ou ski de rando. Et puis l'été, c'est plutôt course à pied et vélo. Et puis l'après-midi, ça tourne autour de la vie de famille, de l'organisation, parce que c'est vrai que quand je pars 2 semaines, 3 semaines quelquefois. Et donc quand je suis là pour profiter de la famille, profiter des enfants, et puis participer aussi à toutes les tâches de la vie quotidienne. Donc voilà, c'est comme ça, je dirais, que je vis le temps et que j'accompagne le temps, plutôt que d'essayer de réaliser des chronos, parce que je me suis rendu compte que d'une année sur l'autre, je reprends un exemple dans le désert, d'une année sur l'autre, je vais faire 30 heures sur une course de 200 km dans le désert, et puis l'année d'après, pour des histoires de température, eh bien, je vais passer 1h30 ou 2 heures de plus sur exactement le même parcours. Et l'année d'après, avec 20 km de plus, je vais passer 2 heures de moins. Donc voilà, c'est cette notion de temps, je pense qu'il faut prendre un petit peu d'éloignement, de recul, et puis... Mais qu'est-ce qui vous a fait décider de... Parce que quand vous étiez plus jeune, vous faisiez des courses... je courais après le chrono. De 1500 mètres, je crois. Ouais, 800, 1500 et 3000 1500, donc des courses très rapides. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait sentir que vous étiez plutôt fait pour les très longues distances ? En fait, je pense que j'étais surtout arrivé à un certain ras-le-bol du bicotidien autour du chrono, parce que à l'époque c'était amusant, parce que j'avais pas la possibilité de courir plus de 45 minutes. On me demandait au-delà, c'était juste pas possible. Et quand j'ai lâché cette notion de temps et de chrono, et que j'ai commencé à lever la tête pour observer autour de moi, en fait, j'ai commencé à prendre un plaisir qui était incommensurable, au point de lier des contacts, je dirais, aussi bien avec des animaux, donc en montagne, avec des animaux que je croise au quotidien, qu'avec des gens dans le désert, des Touaregs, qui, eux, la notion de temps, c'est régulé par le jour et la nuit, et qui,
pour moi, ont une assez bonne vision du temps. Merci Sébastien Chéniaud. Alors, vous avez dit des choses qui se recoupent par endroits et puis qui se distinguent par d'autres endroits. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous veut réagir à ce qu'il a entendu? Moi, j'ai vu des points communs entre ce que dit Sébastien Chéniaud et ce que vous disiez, vous, sur le désert, par exemple. Alain Bernard et Charlotte Morel, vous avez dit des choses qui se ressemblent pour ce qui est de la natation. Alain Bernard? Oui, non, ce qui est fascinant là, dans ce premier tour de table, c'est le rapport que chacun a avec le temps, alors qu'en fait, le temps, ça paraît universel. Et finalement, la perception, elle est juste unique. Et ça, c'est fascinant. C'est ça qui ouvre aussi un champ des possibles qui est juste infini. Même au sein même d'une même discipline, je suis convaincu que voilà, il y a des perceptions du temps différentes, de la maîtrise du temps aussi différente. Donc moi, c'est la première chose qui me saute aux yeux. Et voilà, je suis fasciné d'entendre tous ces discours, ces histoires, tous ces sportifs qui sont aussi encore en activité. Finalement, c'est peut-être moi le plus vieux qui suis retiré de cette activité quotidienne, mais j'en garde un souvenir tellement Est-ce que vous fort. nagez encore pour le plaisir ou... Oui, mais je prends mon temps. Oui, je regarde plus le chrono justement quand je vais nager. Et c'est fascinant parce que c'est infini. Le rapport à l'eau, il est toujours aussi fort, mais par contre, il n'y a pas de notion de perspective de temps derrière, de chrono. Rémi Camus, ça... Non, moi c'était plus pour rebondir ce que tu disais sur le désert. On se rend compte que effectivement, en fonction de la météo, on est affecté très différemment. En plus, en fonction des organismes physiques de ce qu'on est, chaque personne, on n'a pas du tout les mêmes rapports. Là, je reviens juste d'Australie. J'étais avec 6 néo-aventuriers. J'ai essayé de leur faire découvrir ce que c'était le bush australien. Et la rencontre avec les aborigènes, là encore, une notion du temps qui est complètement décalée. Ici, on a des montres et eux, ils ont le temps. Et c'est exactement ça. Ils n'en ont rien à faire de savoir quelle heure il est. La seule chose qui leur préoccupe, c'est le soleil se lève, le soleil se couche. Et ça, c'est le temps. Et je leur ai expliqué que pour aller rencontrer les aborigènes, il faut en baver. Donc vous allez d'abord marcher presque 200 km sous 50 degrés de température. Et puis ensuite, on fera le chemin inverse. Et on se rend compte que chaque personne est très différente sur ces notions de climat parce qu'on n'est pas du tout habitué de la même façon. J'ai eu 2 personnes qui sont tombées au bout de 2 jours parce qu'il faisait trop chaud. Je leur ai dit, vous avez peut-être petite nature, trop chaud. Tombé dans quel sens? Abandonné ou... Non, ils ont juste eu trop chaud. 50 degrés quand même. C'est pas non plus... voilà. Et chaque personne est très différente. Et c'est vrai que je tire mon chapeau à Seb sur une course comme ça, à partir dans le désert, s'entraîner en plein hiver. Franchement, pour s'acclimater à des températures, je ne sais pas combien il va faire là-bas. À peu près. Ce qui est prévu, c'est 35 degrés dans les plus gros canyons. Maintenant, ça reste... ce que je trouve intéressant dans le désert, c'est la chaleur sèche. Je trouve ça beaucoup plus facile à gérer que la chaleur humide. Et donc, pour rebondir là-dessus, sur les 50 degrés, c'est clair que ça peut sembler énorme, mais c'est beaucoup plus viable qu'un 25 degrés humide. Complètement. Mais, oui, 50 degrés sec. Oui, vous êtes tous des sportifs de haut niveau, en activité ou pas, peu importe. Est-ce que vous vous admirez mutuellement? C'est-à-dire, est-ce que chacun d'entre vous se dit ce qui fait l'autre, là, je ne pourrais pas le faire? Ou est-ce que ça vous rapproche, au contraire, de... Non, mais... bah, c'est normal, tu as un bateau. non, mais c'est vraiment des univers complètement différents et c'est ça c'est vraiment fascinant. Moi, jamais je peux marcher des kilomètres à température chaude, humide ou sèche. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ce sont des défis, mais ce sont quelque chose qui sont forcément nés d'une passion respective. Et je suis curieux de savoir, peut-être, ça va peut-être lancer notre discussion, mais à quel âge ou à quel moment vous avez eu envie de faire ça? Parce que moi, en fait, au début, j'ai fait de la natation parce qu'il fallait apprendre à nager, il fallait être en sécurité dans l'eau. Donc, on a appris à nager vers 4-5 ans. Et à 7-8 ans, j'ai pris le cycle de compétition et j'ai suivi comme ça. Mais est-ce qu'on ne se dit pas à 7 ans, tiens, je vais aller courir des centaines de kilomètres ou je veux faire le Tour de France à la nage? Je ne sais pas d'où ça vient. Ceux qui sont concernés peuvent répondre.
Déjà, c'est vrai que pour rebondir sur ce qu'on disait avant, je pense que les performances de chacun elles diffèrent vraiment en fonction des disciplines. Et il y a des disciplines qui sont plus chronométriques, enfin des performances qui sont plus chronométriques et d'autres qui sont juste ralliées à un point A à un point B. Et c'est peut-être de là aussi que vient cette différence de notion du temps, parce qu'on n'a pas la même notion de performance. Et pour répondre à Alain, moi j'ai commencé pareil, au bébé nageur. J'ai jamais quitté les bassins et finalement à 10 ans je me suis dit pourquoi pas courir un peu, et puis c'est venu naturellement. Mais de là, je faisais du court distance avant, mais je pense que le longue distance et ce qui est ultra, un peu comme ce que vous faites finalement, l'Ironman, dans certains endroits ça peut être un petit peu sport extrême aussi. Il y a le Norseman qui se passe en Islande, en Norvège, c'est pareil, il n'y a pas de notion de temps, c'est plus finir l'Ironman et rallier un point A à un point B. Mais finalement, tout cet aspect de défi, j'ai l'impression, même par rapport à l'expérience de Sébastien, que ça vient avec le temps. Quand on est jeune, on est plutôt sur du court, et puis finalement, avec le temps, peut-être qu'on se rapproche de disciplines où on a moins de notions de temps. Théo Sanson ? Ouais, c'est bon ? Ouais, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est la polysémie du mot temps, qui a été abordée par quasiment tout le monde et qui n'est pas présente en anglais, par exemple. Et le fait que des disciplines comme courir autour d'une piste pour 1500 mètres ou dans une piscine, en STAPS, donc en sciences des sports, c'est ce qu'on appelle un milieu stable. Et donc on supprime la notion du temps météorologique et on se concentre uniquement sur la dimension justement chronologique. Et c'est intéressant quand on se retrouve du coup face à la nature. Et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort un peu de ton parcours, c'est le fait que tu as eu besoin de te reconnecter à ça. Et c'est des sujets qui ont été beaucoup abordés dans les autres conférences ou tables rondes. Nous, c'est un des sujets qu'on aborde avec Élémentaire, c'est justement ces reconnexions à nos natures, à la fois l'environnement et la nature humaine, et pour pouvoir se donner le temps. Et un des trucs qui me frappe, et je pense qu'il faut l'aborder aujourd'hui, c'est la différence entre envie et besoin. Et aujourd'hui, on a une scène qui est magnifique, on a la possibilité de se parler, et paradoxalement, toutes ces lumières, potentiellement, elles nous font perdre le temps parce que c'est des dépenses d'énergie inutiles, alors que ce sur lequel on devrait se concentrer, c'est le sens de ce qu'on est en train de raconter. Et je trouve ça triste, même si la scène est magnifique, et qu'à certains moments, régresser dans les moyens qu'on donne, c'est se donner du temps pour la suite. Et aujourd'hui, c'est des notions qui sont fondamentales au regard de... Mais je me trompe ou vous êtes un apôtre de la décroissance ? Eh bien justement non, et c'est là où je voulais en venir. C'est aujourd'hui, on a, disons, deux écoles radicalement opposées, l'écolapsologue et les transhumanistes, ceux qui veulent aller vers le temps infini, le pouvoir exceptionnel, le fait de se déifier, et les autres qui disent attention, qui ont été présents justement à travers toutes les époques du temps, à partir du moment où on l'a caractérisé en tant que notion humaine. Et ils s'affrontent alors qu'en fait ils sont complémentaires, puisque d'une part on a un espèce de lanceur d'alerte qui nous dit attention, il y a certains aspects sur lesquels il faut vraiment faire attention parce qu'il en va de notre survie, et ça peut aussi concourir à notre bien-être, c'est-à-dire que diminuer, c'est parfois retrouver plus de bonheur, et que la notion de croissance qui est liée au temps, on n'est pas obligé de se centrer uniquement sur l'économie, et peut-être, ou alors du temps. Donc il faut être funambule en matière de temps, c'est ça ? Alors moi j'ai une question pour ceux d'entre vous qui pratiquent des sports d'extrême endurance. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que l'OMS, donc pour le O veut dire office, non ? L'Organisation mondiale de la santé, pardon, a déclaré qu'il existait dans l'humanité une nouvelle maladie mentale qui s'appelle la bigorexie.
Alors, bigorexie, c'est un mot composé. Big, c'est grand. Orexie, c'est l'appétit en grec. En l'occurrence, ce n'est pas le fait de vouloir trop manger, c'est l'appétit de trop de mouvements. Et c'est la maladie mentale de ceux qui ont besoin de se dépenser physiquement, qui devient presque pathologique parce qu'il va s'exprimer au détriment d'autres activités humaines, etc. Et bon, ça m'a surpris parce que je pense que la vraie pathologie mentale, c'est la smallorexie, c'est-à-dire le fait d'être allongé sur son canapé à manger des cacahuètes pendant toute la journée en regardant la télévision. Mais comme il n'y a pas de traitement pour la smallorexie, ce n'est pas une maladie, alors que pour la bigorexie, il semblerait qu'il y ait des thérapies possibles. Est-ce que vous, donc je m'adresse à Sébastien, à Rémi et à vous aussi peut-être, est-ce que vous avez l'impression que vous excédez la normalité humaine en pratiquant de l'endurance extrême? C'est vrai que dans le triathlon, pour observer les triathlètes, on a vraiment l'impression qu'ils ont ce besoin de se dépenser toute la journée, quoi. On retrouve d'ailleurs, c'est un peu malheureux, mais les triathlètes sont quand même des gens qui s'observent un petit peu. Et je pense que quand ils commencent le triathlon, c'est pas forcément ce qu'ils ressentent, mais peut-être que cette bigorexie, elle se développe avec la pratique du triathlon qui demande des heures d'entraînement quand même considérables. Et c'est une accoutumance finalement peut-être au sport et au bien-être que cela procure, à l'apparence que cela peut donner. Et on a l'impression que certains triathlètes ne peuvent plus s'en passer, effectivement. Enfin, vous dites accoutumance, d'autres parleraient d'addiction. Ouais, c'est une addiction, exactement. Ouais. Et alors quand ça s'arrête? Parce qu'il y a un moment où ça s'arrête. Comment est-ce qu'on le vit? Est-ce que ça ne change pas le rapport au temps, justement, d'une façon qui peut être très douloureuse? Je pense que les gens qui sont les athlètes qui ont une bigorexie doivent vraiment souffrir de ralentir le sport. Hein. Ça doit être, il faut certainement suivre une thérapie, j'imagine. Sébastien. Moi, je suis pas bigorexique déjà. C'est vrai que c'est considéré comme une addiction, même si a priori il n'a pas été prouvé, comme quoi l'addiction au sport a été réellement prouvée, etc. Bon. Malgré tout, je connais des gens qui courent plus de 340 km par semaine avec beaucoup de dénivelé et qui peuvent difficilement s'arrêter. Moi, je sais que je n'ai pas cette problématique-là parce que je suis capable de m'arrêter 2, 3, 4 mois sans aucun souci. Ça ne me pose absolument aucun problème. Je continuerai à aller me promener en montagne. Mais vous me faites penser aux fumeurs qui disent « je fume, mais je peux m'arrêter quand je veux ». Non, du tout. Ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Et puis... j'ai vu et j'ai pu constater malheureusement les effets de cette bigorexie avec des amis que j'ai eus qui étaient débutants au départ en stage, à qui je fournissais les grandes lignes d'une progressivité et d'une progression, et qui au bout de 3, 4 ans, 5 ans ne pouvaient pas passer une journée sans 2 séances d'entraînement. Ça, c'était juste pas possible. Pour eux, c'était pas concevable. Avec un métier, avec une famille, donc c'est cet aspect-là que je trouvais pas concevable. Et qui, dans leur toujours plus, sont passés à des sports un petit peu plus extrêmes, un petit peu plus, est-ce qu'on pourrait dire, producteurs d'adrénaline, et qui malheureusement ont fini par y laisser leur vie. Et en allant dans un premier temps à des extrêmes, quand je dis extrêmes, prendre des départs de course après avoir fait une dizaine d'ultras dans l'année et à passer à mi-parcours, être obligé d'être hospitalisé, à être 15 jours sous perf à l'hôpital, à ne plus pouvoir... voilà. Là, on rentre dans l'addiction, dans le côté vraiment extrême ou extrémiste. Je ne sais pas comment on peut se placer. Mais est-ce que la frontière, justement, quand on fait, comme vous, 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé en 21 heures, on peut faire ça sans être biorexique? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, pour rebondir sur ce qui avait été dit tout à l'heure, on rentre dans de la science. C'est-à-dire qu'il est possible de se préparer sans y passer toute sa vie, sans faire pour faire, sans faire du volume pour faire du volume, en ayant quelque chose de très, je dirais, mesuré, de très structuré,
pour amener à la performance. Et là, on rentre dans une notion du temps qui est plus une optique chronométrique et de résultat, plus dans une optique... Et là, on a des cas de figure assez régulièrement de personnes qui ont pris du plaisir au début et qui font pour faire. Et qui, lorsqu'elles ne font pas, elles se sentent en dette de quelque chose. Là, on a un problème. Là, à partir de là, on a un problème. Théo Sanson, vous voulez parler peut-être ? J'entends se dépenser pour mieux penser, et c'est tout, ça fait plaisir. Rémi Camus ? Moi, je rebondirais sur cette notion du défi, du dépassement. Lorsque j'ai fait le Tour de France à la nage, on a terminé le 16 septembre 2018 à Monaco. Et on faisait 12 heures de nage par jour. Et j'ai fait une dépression à la suite de ça. Parce qu'à faire trop de sport, on est bien, on se sent bien. Parce qu'on a de l'adrénaline, des hormones, de plaisir, tout ça, c'est très, très agréable. Hein. Mais du jour au lendemain, on passe de 12 heures de nage à 0. Et j'étais vraiment au plus mal pendant presque 2 mois. Et moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de faire ce sport, sinon je suis chiant. C'est horrible. Je ne tiens pas en place. Mais la thérapie n'aurait pas pu consister à renager un peu ? J'aurais dû. Et en fait, toutes mes aventures que j'ai faites dans le passé m'ont servi pour la suite. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris sur moi. Et là, je crois que j'ai appris ça, qu'une fois qu'on termine un gros défi, un gros projet, il ne faut pas juste tout arrêter d'un coup, mais il faut accompagner son défi pour revenir à la vie normale, parce que le temps, il ne s'est pas arrêté. Hein. Les gens, ils ont continué de vivre leur vie, et toi, tu as passé 3 mois et demi dans l'eau, et ton métier, c'était de nager 12 heures par jour, de sortir, de devoir gérer tout l'aspect technique, bivouac, etc., la rencontre avec les gens. Et on se rend compte que 24 heures, il n'y a que 24 heures et 12 heures de nage et le temps de parler et il reste que 4 heures pour dormir et on recommence et on recommence et on recommence. Sauf qu'au bout de 3 mois et demi, il faut arrêter cette notion, ce travail qu'on a mis de côté, il faut reprendre la vie au quotidien. Et quand on arrive à Lyon, pieds nus, torse nu, avec un jean sur les fesses et on voit les voitures qui passent, le temps, il s'est arrêté pour vous pendant 3 mois et demi. Et ça, c'est très difficile à reprendre. Mais quand vous parlez de ça, c'est presque le même discours que quelqu'un qui a vécu une expérience carcérale, qui sort de prison et qui est confronté à la vie normale, quotidienne, un peu comme Sébastien l'a décrite, et qui a énormément de mal à se recaler temporellement avec le rythme de la société. C'est peut-être mon prochain défi, du coup, je vais essayer ça, partie Il y a carcérale. des techniques simples pour aller en prison. Hein. Quelqu'un veut réagir ? Alain Bernard ? Vous êtes un peu particulier parce que vous êtes dans la brièveté de l'effort, l'intensité extrême, le record du monde. Et je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'un médecin qui a été sportif de haut niveau dans sa jeunesse, qui était volleyeur, qui s'appelle Jean-François Toussaint, et qui a utilisé ce qu'on appelle les big data pour faire des estimations de la façon dont, au cours du temps, les records sportifs se mettent à stagner et même à régresser. En fait, il a démontré que, quelle que soit la discipline qu'on considère, natation, athlétisme ou autre, eh bien, il y a une stagnation des records, comme si l'être humain avait déjà atteint son maximum de performance. Et malgré les efforts scientifiques dans l'appréhension de l'entraînement, malgré le fait qu'on s'entraîne de façon de plus en plus rigoureuse en tenant compte de toutes sortes d'expériences qui sont mises au service de la préparation, eh bien, les records stagnent, comme si on avait optimisé les potentialités du corps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous pensez que le record du 100 mètres va continuer à baisser Non, mais je suis à moitié d'accord parce qu'en fait, on a tellement su optimiser ce temps de performance depuis des années. Il faut savoir qu'il y a peut-être il y a moins de 50 ans, il n'y avait pas d'athlètes de haut niveau en natation qui pouvaient avoir le luxe, se payer le luxe de s'entraîner 2 fois par jour. Finalement, c'est assez récent, encore une fois, dans l'évolution du sport et de la performance. Alors, pour prêcher pour ma paroisse dans la natation, je me suis vraiment rendu compte que, surtout sur le 100 mètres nagé, il y a eu une phase marquée toutes les 10 années, en fait, avec un gap qui a été passé en 1994 avec Alexander Popov qui nage 48-21 et qui établit le record du monde, qui est battu aux Jeux Olympiques de Sydney en 47-84 par Peter van den Hogenband, le Hollandais.
moi qui le bats en 2008, en moins de 47 secondes, ben voilà, on est à peu près une dizaine d'années après ça. On a eu un nageur qui a nagé moins de 46 secondes, encore une fois, l'année dernière au championnat du monde, qui est très très proche de passer ce gap aussi. Donc finalement, est-ce que c'est pas rythmé par une évolution et finalement une exploitation des ressources humaines, en fait, une exploitation du corps humain pour appréhender ce niveau de performance. Il y a aussi la théorie des 10 000 heures aussi qui prouve que au bout de 10 000 heures de travail, on est censé atteindre son niveau de performance maximale. Et finalement, c'est aussi le lien que j'ai envie de faire. Moi, 10 000 heures de travail, c'est à peu près 10 ans de travail. C'est le moment où j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour à l'âge de 15 ans, jusqu'à mon titre olympique à 25 ans. J'y suis arrivé avec le temps, j'ai eu des dizaines de raisons d'abandonner et d'arrêter. Et finalement, quand on regarde le ratio entraînement et le temps de la performance, il est juste démesuré aussi. On est dans des échelles complètement différentes d'autres sports. Jean-François Toussaint, justement, il a établi avec d'autres la variation avec l'âge de l'individu de ses performances sportives, de ses capacités physiques. Et l'optimum est à 25 ans. Oui, mais parce aussi, j'ai entendu ça... parler de ça, et c'est pas un hasard aussi, et c'est aussi le fait d'arrêter, comme on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai pas eu besoin de mettre de patch pour arrêter de nager. Enfin, ça a été une sorte de libération aussi, sans forcément me sentir emprisonné, mais j'ai arrêté ma carrière à 29 ans. Je savais que j'avais fait tout ce que je pouvais faire et que l'entraînement que j'avais conditionné au jour le jour, il était tourné vers cette performance pour être performant le jour de la compétition. Je ne m'entraînais pas 4 heures à 5 heures par jour pour le plaisir. Je devais y trouver du plaisir pour construire cette performance. Mais quand j'avais plus cette notion de performance et cette carotte en fait tous les jours, j'avais pas besoin d'aller m'entraîner 4 ou 5 heures par jour. Donc j'ai plus voulu entendre parler de sport pendant 4 mois, 6 mois. Néanmoins, mon corps a eu besoin de refaire un petit peu parce que j'étais tellement conditionné par ça qu'il fallait que je bouge un peu. Mais c'était vraiment à la marge, 1 fois, 2 fois maximum par semaine. Il faudrait que je m'y remette un peu plus d'ailleurs. J'en ai besoin aussi, je pense. On a tous besoin de faire du sport pour avoir les idées claires, je pense, quand on a l'habitude de bouger comme ça. Donc on est dans des proportions complètement différentes. Moi, c'était rythmé par la performance. Quand vous rencontrez un autre nageur qui a battu le record du 100 mètres, soit avant vous, soit après vous, de quoi parlez-vous? Enfin, est-ce qu'il y a est-ce que ça vous rapproche ou est-ce que ça vous oppose? Déjà, on n'en croise pas à chaque coin de la rue, en fait. Non, mais c'est un honneur et un respect de pouvoir croiser justement Peter van den Hoogenband, cet Hollandais, a eu 1 an, 2 ans avant que je batte son record du monde. Il a eu un œil bienveillant sur moi et j'ai eu la chance d'échanger quelques mots alors que j'étais peut-être pas forcément à l'aise en anglais, mais il y a eu énormément de sincérité. Et en fait, on se rend compte que ce sont des hommes et des femmes qui font des performances exceptionnelles et qui ont... en fait, on se prend à rêver qu'on est capable de faire comme eux et voire de faire mieux qu'eux. En fait, donc c'est très valorisant finalement de pouvoir s'identifier à eux et de dire si eux ont battu le record du monde, moi aussi je peux le faire. Maintenant, ils y sont pris d'une certaine manière, dans un certain contexte, en fonction de l'année dans laquelle ils se trouvaient, avec les moyens financiers, technologiques, humains autour d'eux. Et comme on est sans cesse en train d'évoluer, pour répondre à votre question de base, je suis convaincu que les records du monde seront battus. Néanmoins, on ne sait pas quand. Ça peut être dans 6 mois, dans 1 an, ou dans 10 ans, ou 15 ans. Mais j'ose espérer que dans 100 ans, il y aura des nageurs qui nageront moins de 47 secondes quand même. Ça paraît une évidence. Et il n'y en aura pas 1 ou 2, il y en aura peut-être des dizaines, voire des centaines. Oui, mais si on poursuit votre raisonnement, moins de 47 secondes, puis après on dira moins de 46, puis moins de 45, et on arrive à 0. Non, mais entre 47 et 46, il reste quand même, il y a 99 centièmes, donc voilà. Si ça fait 1 centième par an, c'est déjà pas mal. D'accord, on peut le voir comme ça. C'est une vision à court terme, hein, c'est une vision, je l'entends, c'est une vision à court terme, mais c'est sûr que on l'attestera dans une autre vie, voilà. C'est le paradoxe de l'infini finalement et de la mesure du temps. Jusqu'à quand on mesure pour valider un record? Il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir, c'est justement ce truc de on ne peut pas, c'est impossible. Quand j'ai eu mon accident d'escalade, on m'a dit tu ne pourras plus porter de sac à dos, tu ne pourras plus faire de sport. Et pendant un moment j'ai cru ça.
je trouvais, après coup, je me dis, c'est insupportable, c'est horrible d'avoir un truc pareil sur la tête, quoi. Et après ça, j'ai porté des sacs de 50 kilos, j'ai battu des records du monde. Dans ma discipline, j'ai vu évoluer un fil pour lequel on avait mis 40 ans à passer 100 mètres, et où en quelques années, en 3 ans, on a multiplié la distance par 10. Et donc il y a une dimension technologique, forcément, mais il y a aussi une dimension psychologique et d'avoir le temps de pouvoir s'entraîner, gagner le temps finalement de pouvoir faire ce qu'on aime. Et je pense qu'on peut toujours aller chercher un peu plus, et ça fait partie du jeu. Marita Barley, vous voulez réagir? Est-ce que la notion de record vous parle ou est-ce que c'est étranger à votre discipline? Non, je connais bien sûr tout ce qui est record, compétition. Voilà. Après, en voile, on a deux formules. Soit on se bat contre un chronomètre, soit on se bat contre les copains. Donc, il y a ces deux disciplines très différentes. Parce qu'on peut toujours se dire qu'en record, on a battu contre le chrono, mais s'il y avait eu quelqu'un d'autre à partir dans les mêmes conditions que nous, au même moment, est-ce qu'il serait arrivé avant nous ou pas? Non, ce qui est assez drôle, en fait, c'est que du coup, on est... Théo, ou d'autres, vous arrivez à être un peu plus long, enfin un peu plus en endurance sur vos carrières, mais c'est vrai que je suis à peu près l'opposé exact d'Alain, quoi. Où nous, que ce soit dans l'équitation ou dans la voile, c'est des sports qu'on peut pratiquer avec beaucoup de temps et très vieux. Et justement, en fait, en général, plus on vieillit, plus on est bon. Il n'y a qu'à voir, l'année dernière, c'est Jean-Luc Vandenette qui gagne une course à quasiment 70 ans. Francis Joyon, plus de 60 ans, qui gagne le Rhum. Et les grands maîtres écuyers, ils n'ont pas 25 ans non plus, quoi. C'est justement avec l'apprentissage et l'expérience. Et surtout qu'à cheval, le cheval n'a absolument pas de notion de temps, ni notion d'argent, ni notion de temps. Il peut avoir des émotions, des sentiments, des réflexions, une intelligence, une prise de décision, tout ça. Mais le temps, il n'en a rien à secouer, mais rien du tout. Du coup, la séance avec lui, il faut qu'elle dure en général 20 minutes, maximum 1 heure, en fonction, est-ce que si c'est un poulain de 3 ans, au bout de 20 minutes, il a complètement décroché, puisque il a un temps de concentration de petit. Et c'est pour ça que je porte jamais de montre, en fait, avec mes chevaux, parce que je ne veux pas savoir l'heure qu'il est, parce que je veux que ce soit justement le cheval qui me dise, là, je sature. Du coup, je le remets au champ pendant un moment, je le ressors dans la journée, on refait une autre séance s'il faut. Mais c'est justement, on est complètement déconnecté de ce temps-là. Et en mer, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va... Le temps, c'est quand on rentre à terre qu'on se rend compte que nos problèmes sont toujours là, ça c'est sûr, ils n'ont pas fui. Mais ouais, on a une notion qui est comme très très différente, surtout de la durée, quoi. De vraiment pouvoir prendre l'expérience pour durer, quoi. Donc l'effet de l'âge sur les performances sportives dépend beaucoup du sport, c'est ce que je comprends de ce que vous dites. Et d'ailleurs, Sébastien, j'avais une question pour vous, puisque moi je me souviens avoir assisté en 2003 ou 2004 à la victoire par Marco Olmo de l'UTMB, de l'Ultra Trail du Mont Blanc. 2006. Oui. Et je ne savais pas ce que c'était qu'un Ultra Trail, et je vois ce monsieur de 58 ans 59 qui arrive ans, en petite foulée, qui embrasse le sol à l'arrivée. Je demande qu'est-ce qu'il a fait. On me dit ce monsieur vient de courir 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé en 21 heures. Et l'année suivante, je vois l'arrivée de la même course. 2008. C'est un jeune homme qui arrive, il a 20 ans, alors qu'on avait dit pour gagner cette course, il faut être très vieux. Même pas tout à fait, même pas tout à fait 19 20 ans. 19 ans. Et les organisateurs ont dit c'est impossible qu'un jeune homme de 19 ans ait gagné cette course, donc ils n'ont pas déclaré vainqueur. Ils ont soupçonné ce coureur de dopage ou d'avoir triché sur le parcours. Et c'est seulement le lendemain qu'il a été déclaré vainqueur après qu'on ait fait quelques vérifications. Ouais. Et ce jeune homme, il s'appelle toujours d'ailleurs Kilian Jornet. Ouais. Donc il y avait une espèce de préjugé sur le fait que l'endurance réclamait un âge plutôt avancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi j'ai l'aspect scientifique qui revient assez régulièrement. Donc, et je sais que la progression... je dirais de puissance et de vitesse de développement, c'est jusqu'à 25 ans, et puis au-delà, on a un petit plateau de 2 ans, jusqu'à 25, 27, et puis au-delà de 27 ans, après on commence à progressivement régresser au niveau qualité. Par contre... J'aime bien l'expression progressivement régresser. Oui, progressivement, parce que j'explique pourquoi. La progression, on peut être très très rapide, on peut monter très très haut, avoir vraiment des
des développements de qualité, de très très haute qualité. Et lorsqu'on continue à s'entretenir, comme moi je peux le faire au quotidien, on repasse à peu près à des niveaux d'équivalence de l'âge de 18 ans, donc aux alentours de 65 ans. Donc ça laisse quand même un peu de recul. Est-ce que vous pouvez répéter cette phrase qui fait un bien fou? Il faut avoir progressé au départ. Ah, ok. Mais tout ça pour dire qu'on acquiert... moi, je joue énormément dans ma discipline, je joue énormément sur l'endurance et sur le passif, l'expérience. Je vais plus chercher à aller me battre sur la tête de course. Par contre, je vais ramasser les morts. Ramasser les morts, ça veut dire? Eh bien, rester à mon rythme, comme a pu le faire Marco Olmo en 2006 et 2007. Rester, lui, il savait qu'à mi-parcours, il fallait qu'il passe dans les 20. Il savait qu'à l'arrivée, il était devant. Et c'est cette notion-là qui est intéressante, parce qu'on reste compétitif sans pouvoir développer, je dirais, certaines qualités. Par contre, en entretenant les qualités qu'on a développées dans le passé. Et c'est là où est toute la pertinence de rester actif, justement, au quotidien, de manière à limiter, justement, l'impact des différents paramètres actuels qui viennent un peu polluer notre vie et notre développement. Merci Sébastien. Nous sommes à 5 minutes de la fin de cette table ronde. Alors, oui, ça passe vite. D'ailleurs, je trouvais que il n'y en avait que 2 qui n'avaient pas de montre. C'est bizarre. Et moi, j'en ai 2. Les filles. Ah, d'accord, c'est pour ça. Et Marie non plus, t'as pas de montre? Jamais. Non. C'est assez paradoxal, c'est un peu lié à nos activités aussi. C'est ah oui, le soleil. Alors, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut compléter ce qui a été dit ou réagir? Marie Tabarly, vous avez le micro. Est-ce qu'il y a des questions qui viendraient de la salle? Je vois rien, à vrai dire. Moi, j'aimais beaucoup le fait que tu dises, finalement, tu te servais de ton expérience pour ralentir et que tu rattrapais les morts. C'est-à-dire que par cette expérience, elle fait te dire, oula, je sais que je vais me mettre à mon rythme, et pourtant, je vais quand même finir avant eux. Et cette notion d'expérience, il me semble qu'elle renvoyait beaucoup, justement, alors pour aller dans des sphères plus élargi, mais au rapport transhumaniste et collapsologue. Et ça me plaît beaucoup parce qu'on voit qu'il y a une complémentarité, qu'elle vient de l'expérience et qu'elle vient du fait de se connaître mieux. Et une des difficultés, je trouve, qu'on a dans nos sociétés, c'est au-delà de se connaître mieux, c'est de connaître mieux l'autre, et du coup d'apprendre à l'écouter et puis à interagir avec lui. Les physiciens, ils parlent de temps propre depuis Einstein, c'est-à-dire l'idée que tout observateur dans son référentiel a son temps propre, son temps à lui. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour vous dire que dans la compétition, vous avez un rythme propre qui est votre étalon de temps, votre référentiel, plutôt que le temps propre des autres coureurs qui sont en compétition avec vous? C'est un peu ce que j'ai compris de ce que disait Sébastien. Ouais. Vous suivez votre propre rythme sans vous soucier de ce que font les autres, parce que vous avez confiance dans le fait que votre expérience va vous aider. Je pense que l'expérience, justement... amène à justement définir et à accepter qu'il ne faut pas spécialement chercher à s'accrocher, mais plutôt chercher à s'écouter et à travailler avec son fort intérieur, à être, si on peut dire ainsi, concentré sur l'instant présent et vivre le moment qu'on est en train de vivre nous, et pas vivre contre les autres, où on participe en fait à la même chose, au même endroit, au même moment. C'est organisé, c'est très, pas cloisonné, mais tout au moins protégé dans ces moments-là, mais on fait pas la même chose. Charlotte Morel, vous êtes d'accord avec ça? Parce que j'imagine qu'en triathlon, quand on se fait doubler, dans la discipline où on est le moins fort, ça doit être mentalement difficile, non? Oui,
puis quand on se fait doubler, c'est mentalement difficile. Mais en fait, je suis d'accord avec Sébastien. C'est-à-dire qu'on prend le départ de la même compétition, on voit les compétiteurs à côté de nous, mais finalement, on gère notre propre effort, nos propres sensations, notre propre temps. Surtout pour l'Ironman, en tout cas, parce que finalement, comme l'ultra, c'est une discipline d'endurance. Et on a beau se faire doubler et vouloir suivre, vouloir aller plus vite, si on n'en a pas les capacités, c'est pas possible. Chacun a aussi ses propres qualités. Du coup, si on est plus endurant et qu'il vaut mieux ramasser les morts, il faut suivre son rythme dès le départ. Si on a une position plus d'attaque, on peut s'engager plus sur la compétition. Mais voilà, chacun a sa gestion du temps et on a beau être au départ de la compétition ensemble, chacun gère son temps différemment. Théo Sanson. Le temps, c'est cool. Et le temps, c'est en cool. 3 mots ou en 2 mots? Le temps, virgule, c'est cool. Exactement. Ou bien c'est cool? Le temps, c'est cool et le temps, c'est cool. Ah, je propose que ce soit le mot de la fin. Merci à vous, c'était passionnant. Non, Marie Tabarly veut réagir. En fait, non, je réagissais juste à Alain qui disait qu'on ne portait pas de montre. En fait, en mer, quand on est sur un rythme de 3 heures, le corps il se cale sur le rythme de 3 heures. Le seul truc après, c'est de pouvoir, quand tu es skipper du bateau, du coup, être hors quart. Moi, j'aime bien justement ne pas porter de montre. En fait, je sais qu'il y a le système batterie qui va devoir avoir sa charge et on se cale là-dessus. Mais du coup, ne pas pouvoir porter de montre pour être à l'écoute entière du bateau et totale du bateau et surtout la mienne. Du coup, je sais que je vais dormir 20 minutes. Je vais ouvrir un œil au bout de 20 minutes, naturellement. Je vais regarder si tout va bien, me rendormir ou aller sur le pont. Mais si tu portes une montre, du coup, et que tu te dis, bon, bah là, je dors 1 heure, je dors 2 heures et au bout de 2 heures, je me réveille. Tu passes en fait à côté de plein de trucs où peut-être que le bateau il aurait eu besoin d'avoir une manœuvre, une réduction de voile, une augmentation de voile, ou du coup ça enlève tout le sens marin, je trouve. Ça enlève toute la connaissance qu'on a sur son corps et toute la connaissance qu'on a sur le bateau aussi, et surtout l'instinct. Merci Sébastien. Alors, le mot de la fin, pour le coup, ça sera une petite phrase de Gilles Deleuze, le philosophe. Et il me semble que ce qu'il a dit reflète ce que les uns et les autres ont essayé d'exprimer, à savoir que, je le cite, « Ce que peut ton corps, ça n'est pas ce qu'il peut en tant que corps, c'est ce que tu peux toi. » Merci à vous tous. Oh